Bienvenue à CNews. Je rappelle que vous êtes un brillant manager qui est établi en Belgique et qui revenait souvent également au Sénégal pour aider certains Sénégalais. Pourquoi avoir fait le choix de venir au Sénégal? Oh, écoutez, ça c'est une longue histoire. Bon, d'abord, oui, j'étais un grand manager sénégalais, pas si j'étais un grand manager belge, mais dans les années 96-97. Et puis, quelques années plus tard, j'ai décidé de prendre ma retraite. Ça s'est pas très bien passé. J'ai, comment dirais-je, divorcé de ma première femme. J'ai épousé une seconde femme et avec qui nous avons décidé de faire un voyage au Sénégal. On est tombé amoureux de la Casamance, de Cap Skirring en particulier, et on a trouvé une villa là-bas et on s'était installé là-bas dans les années 2012-2013. On a trouvé l'endroit merveilleux et voilà la raison pour laquelle on s'est retrouvé au Sénégal. Monsieur Jean-Claude, c'était précisément à Boucotte en Casamance, n'est-ce pas? Le choix de la Casamance, tout à fait par hasard, parce qu'il y avait un club méditerranéen à Cap Skirring dans lequel nous avions décidé d'aller passer une quinzaine de jours. Et puis nous n'avons pas trop aimé le club méditerranéen, mais nous avons beaucoup aimé l'endroit, les environnements, les bolons, etc. Et on a cherché une maison, et puis on ne l'a pas trouvée. On est revenu quelques mois plus tard, on est revenu en Casamance. On a cherché pendant 2-3 mois, et on a finalement trouvé la maison de nos rêves. Et c'est comme ça qu'on s'est installé en Casamance, qui nous paraît une région qui est plus je dirais, dans son jus que la région du Nord, la région de Dakar, Saly, la Petite Côte, etc. On préférait la Casamance. En plus, la Casamance était sortie de toutes ses difficultés. Vous n'ignorez pas les problèmes qu'il y a eu en Casamance dans les années 90. Bon, mais tout ça avait l'air de s'être fort calmé. Et la Casamance nous est apparue comme un petit paradis terrestre, je ne peux rien vous dire d'autre. Maintenant, peut-être qu'on aurait peut-être mieux fait d'aller à Saly ou à Hambourg ou à Saint-Louis, mais ça n'était pas notre choix à l'époque, je ne peux rien vous dire d'autre. Effectivement, et en termes d'apport, en termes d'aide auprès de la population casamançaise, qu'est-ce que vous avez apporté là-bas en termes d'aide? Oh, j'ai fait beaucoup de choses là-bas parce que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé que vraiment les populations locales vivaient de manière pas facile. Donc déjà, on a engagé pas mal de gens chez nous. On avait 6-7 personnes qui travaillaient chez nous, comme jardiniers, comme gardiens, comme cuisiniers, comme femmes de ménage, comme chauffeurs, etc. Ça, c'est une chose. Mais en plus, nous avions décidé à l'époque, avec ma deuxième épouse, nous avions décidé d'ouvrir une fondation HDC Cap Skirring, pour laquelle j'ai investi pas mal d'argent pour essayer d'aider les populations locales. Ça ne s'est pas exactement passé comme je l'aurais souhaité, mais enfin, j'ai fait pas mal de choses. J'ai soutenu longtemps le Cocon de Cabrousse, qui était un petit orphelinat dans lequel il y avait 35 enfants. Et enfin, j'ai ouvert comment ça s'appelle, un espèce de potager modèle à côté de la maison chez moi pour aider les gens à cultiver de manière intelligente. Enfin bon, on a essayé de faire beaucoup de choses localement, dont aujourd'hui il ne reste pas grand-chose, mais on a essayé, voilà. On parle souvent de l'État du Sénégal qui investit beaucoup de milliards par rapport aux investisseurs, mais on a également des difficultés à approcher les gros investisseurs. Pour vous, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui explique cela? Écoutez, je n'ai pas d'avis définitif là-dessus. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que le Sénégal négocie souvent avec des grandes puissances, que ce soit la France, que ce soit la Chine, que ce soit l'Amérique peut-être. Je ne suis pas sûr que le Sénégal négocie beaucoup avec des investisseurs privés. Ce sont souvent des grands accords, des accords de pêche, des accords d'exploitation de mines. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit toujours des grands accords qui profitent à la population. C'est peut-être des grands accords qui profitent à des oligarchies, enfin des privilégiés locaux. Je ne suis pas sûr que ça profite nécessairement à la population. Voilà. Je pense que le Sénégal devrait peut-être un petit peu plus se tourner
vers des accords moins importants, mais vers des accords avec des investisseurs privés qui pourraient peut-être faire plus de bien aux Sénégalais en général, plutôt qu'à quelques Sénégalais privilégiés en particulier. Effectivement, et vous avez souligné tantôt également quelques difficultés que vous avez eues avec votre association. Quelles ont été ces difficultés-là? Ça, c'est une très très longue histoire. En fait, ma seconde femme, qui était une femme plus jeune que moi, dont j'étais extrêmement amoureux, j'ai cru longtemps que cette femme était celle avec qui j'allais terminer ma vie. Et il s'est avéré que c'était plutôt une femme qui cherchait de l'argent et de l'argent rapide et pas tellement l'amour d'un homme plus âgé. J'avais quand même plus de 70 ans, elle n'en avait qu'une cinquantaine. Bon, ben, elle a décidé, après des ennuis de santé que j'ai eus, elle a décidé moi je dirais de faire une tentative d'assassinat pratiquement, hein, puisqu'elle m'a fait déclarer après une opération, j'ai eu une grave opération du cerveau, j'avais un méningiome bénin. Après une grave opération du cerveau, elle a décidé de déclarer à mon médecin traitant que cette opération avait laissé des séquelles graves et que j'étais un fou furieux et qu'il fallait me... Alors j'ai été soi-disant ausculté, je n'ai jamais vu ce monsieur, j'ai été ausculté par un psychiatre très connu de Dakar qui ne m'a jamais vu, mais qui a dit que effectivement il fallait m'enfermer dans un asile d'aliénés à Ziguinchor. Donc j'ai été obligé de m'enfuir du Sénégal au mois de mai 2016. J'ai été obligé de m'enfuir et de perdre tout ce que j'avais fait au Sénégal. Donc voilà, ça a été une fuite abominable. Et depuis là, je n'ai plus revu le Sénégal. Ça fait maintenant près de 5 ans que je n'ai plus mis les pieds au Sénégal. Quand vous dites que vous avez perdu tout ce que vous aviez fait au Sénégal, c'est quoi exactement en termes de biens, c'est quoi exactement ce que vous avez perdu? Mais écoutez, j'ai tout perdu puisque cette femme a vidé tous mes comptes en banque à la CBAO. Cette femme... une Belge, la femme? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une Sénégalaise. C'est une Belge blanche de Charleroi qui habite à Boucotte. Enfin, maintenant, je crois qu'elle est en train de vendre la villa que j'avais achetée à Boucotte pour elle. Elle habite, je crois qu'aujourd'hui, elle n'habite plus à Boucotte, elle habite à Dakar. Mais... ça n'est pas du tout une Sénégalaise. Non. J'aurais peut-être mieux fait de prendre une Sénégalaise. Ici, il s'agit... Vous avez perdu quoi exactement avec eux? Oh, elle m'a fait perdre... Ouais, j'ai perdu 2 maisons, un terrain à bâtir, 2 millions et demi d'euros. Ma fille adoptive, j'avais adopté une petite Sénégalaise que j'adorais, qui est d'ailleurs ici derrière moi, je ne sais pas si vous la voyez, je vais vous la montrer. Donc ça c'est ma fille adoptive que j'adorais littéralement. Et non, elle m'a tout pris. Elle m'a pris mes maisons, mon argent, ma fille, ma réputation. Elle m'a sali au Sénégal. Ça a été une aventure épouvantable. Et en termes de démarches juridiques, est-ce que vous avez fait des démarches juridiques? Oh, de démarches juridiques, mais j'ai fait énormément de démarches juridiques. Il n'y a strictement rien qui a donné quoi que ce soit. Mais j'ai fait énormément de démarches juridiques, oui, absolument. Je suis automatiquement condamné ou refoulé. La seule chose que j'ai obtenue au Sénégal, c'est le divorce de cette femme, mais un divorce qui n'est pas accepté en Belgique, parce qu'il n'est pas attesté, il n'est pas certifié. Donc ce divorce sénégalais ne vaut rien, donc je vais devoir relancer toute une procédure de divorce en Belgique pour en être divorcé définitivement. Et en plus, le divorce sénégalais me condamne à tout. Ce divorce sénégalais a attribué la garde de ma fille à cette femme. Le divorce sénégalais lui donne une pension alimentaire de 5 500 € par mois, ce que je crois aucun Sénégalais n'a jamais été condamné à payer. Ce divorce sénégalais me prive de tous les comptes en banque que j'avais là-bas. Ce divorce sénégalais lui attribue la propriété des maisons. Non, c'est une catastrophe, c'est une véritable catastrophe.
ce sont des jugements. Vous savez, moi, j'ai pas de jugement définitif sur la justice sénégalaise, parce qu'il y a certainement de bons juges et de moins bons. Mais il est tout à fait clair que les juges devant lesquels je suis passé ne sont pas tout blancs dans cette affaire. Vous pensiez qu'il y a une corruption dans cette affaire? À vous entendre parler, on a l'impression qu'il y a une corruption. Je ne le pense pas, j'en suis pratiquement sûr. J'en suis pratiquement sûr, ça n'est pas possible autrement. De ce que vous avancez quand on parle de corruption? Non, je n'ai pas de non, je n'ai pas non, je n'ai pas de preuves formelles. Mais quand je vois les jugements qui ont été émis par la justice sénégalaise, ils sont tellement iniques que je ne peux pas croire qu'une justice puisse me condamner avec mon passé. Vous savez, si le Sénégal préfère garder chez eux une criminelle plutôt qu'un homme qui n'a pensé qu'à une chose, c'est à leur faire du bien, eh bien, gardez la criminelle, mais l'homme de bien ne viendra plus jamais chez vous. Mais ne vous demandez pas à ce moment-là pourquoi les investisseurs ne viennent plus au Sénégal. Ça envoie une mauvaise image du Sénégal à vous entendre. Mais ça envoie une très mauvaise image du Sénégal, bien sûr, ça envoie une très mauvaise image du Sénégal. Hein? Et c'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur. Le Sénégal devrait être un état de droit, un véritable état de droit. Et le Sénégal, aujourd'hui, je peux vous dire très franchement, n'est pas considéré par les investisseurs locaux en Europe comme un état de droit. C'est un état dans lequel les investisseurs ont peur pour ce qui peut leur arriver le lendemain. Ils ne savent pas. C'est très compliqué. D'accord. Et si vous aviez un message envers la justice sénégalaise, envers l'État sénégalais, quel serait ce message, prenant en compte tout ce que vous avez vécu, effectivement? Le message, c'est de se tenir très à l'écart de la justice sénégalaise. Moi, je dirais à beaucoup de gens qui veulent aller au Sénégal que c'est le plus beau pays du monde, que c'est un pays qui mériterait, comment dirais-je, un afflux touristique bien plus important que celui dont il bénéficie aujourd'hui. C'est un pays merveilleux, ce sont des gens extrêmement charmants, avec qui on a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie de vivre, mais il faut se tenir à l'écart de presque tout, parce que envers un toubab, comme on appelle au Sénégal, envers un toubab, la justice risque d'être très tendancieuse, donc il vaut mieux se tenir à l'écart. D'accord, message entendu, M. Jean-Claude. CNews vous remercie.